On reparle de ce qui s'est passé à Châteauroux et de la mort du jeune Mathis, 15 ans, poignardé par un adolescent de nationalité afghane. L'enquête se poursuit. Le suspect a été écroué. Sa mère, âgée de 37 ans, a été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable et elle a été remise en liberté sous contrôle judiciaire. On fait le point avec Maxime Lavandier sur les dernières avancées de l'enquête. Plusieurs coups de couteau, dont un au cœur, auront été fatals au jeune Mathis. Tout part d'une insulte que l'adolescent aurait adressée à son agresseur, ainsi qu'un coup de poing qui lui aurait asséné. Pris par la colère, l'agresseur de Mathis serait alors retourné chez lui pour s'emparer d'un couteau, avant de revenir auprès de la victime pour le poignarder, puis de s'enfuir. Des circonstances qui restent encore à déterminer, le père de Mathis appelle à la prudence. Personne ne sait ce qui s'est passé, j'entends de tout et de rien, donc croyez pas tout ce qui se dit partout. Attendez la fin de l'enquête, ça va être long, mais on saura, ça avance bien déjà. On va faire les choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil, donc on va rester dans la gentillesse, et puis pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit. Alors qu'il agonisait, la mère de l'agresseur de 15 ans a ensuite asséné plusieurs gifles à la victime. La femme est connue pour son agressivité, un comportement que nous confirme cette habitante du quartier. Il y avait déjà eu une altercation avant, j'étais au jeu là-bas, Mathis était... je discutais avec Mathis, la maman du petit jeune qui est passé à l'acte, elle l'avait insulté parce qu'elle avait fait un petit bruit à la fenêtre, il s'était retourné, il avait regardé, puis elle lui avait dit ouais, toi, enfin tourne ta tronche, arrête de nous regarder, puis elle m'avait dit ouais, toi, sale p***, enfin voilà, il y avait vraiment une tension. Après sa garde à vue, le mineur est actuellement placé en détention provisoire. Quant à sa mère, elle est placée sous contrôle judiciaire strict. Grégory Geron, vous êtes policier. On a entendu l'immense dignité du papa de Mathis. C'est vraiment respect total pour sa famille, le drame qu'il traverse et la façon dont ils disent attention, ne faites pas l'enquête avant l'enquête. Voilà. Et ça, c'est important de le dire, vous en tant que policier aussi. C'est essentiel et ça n'empêche pas le débat de fond, etc. Mais en effet, je crois qu'il l'a dit aussi, ça sera long. C'est ce qui est le plus difficile d'ailleurs pour les victimes et leurs familles en général. C'est ce besoin de comprendre, de refaire l'histoire, de savoir exactement quelles sont les responsabilités et de poursuivre une instruction sereine. Donc évidemment, ça n'empêche pas le débat de fond, en effet, sur cette ultra-violence des mineurs et ce qu'on pourrait trouver comme solution pour essayer de l'endiguer. Mais pour autant, quand on a des faits comme ça, on peut, en dehors de l'émotion qu'elle génère, forcément rappeler qu'on a besoin simplement de laisser faire l'enquête et les enquêteurs. Oui, et que personne ne mérite de mourir à 15 ans poignardé. Ça me semble évident. Pour peut-être un mauvais mot. Oui. Alors, Louis de Ragnel, la famille était bien connue dans le quartier? Ah oui, c'est une famille qui terrorisait tout le monde, une fratrie il y avait 4 frères et sœurs, enfin il y a 4 frères et sœurs. Même les policiers ne savaient plus quoi faire, éviter le contact avec ce jeune-là, parce qu'il y en a notamment un qui explique s'il continuait d'être en confrontation avec ce jeune, il allait lui-même peut-être, je le cite, péter un câble. Donc le policier a aucune envie de commettre de perdre la maîtrise de ce qu'il fait à cause. Donc les policiers les évitaient. Donc les éviter, non mais les réprimer tout le temps. Les policiers subissaient régulièrement des provocations, donc ils en avaient un peu vraiment ras-le-bol de cette famille. Et en plus, simplement pour terminer, le profil de l'agresseur de Mathis, c'est quelqu'un qui, à 2 reprises ces derniers mois, a été interpellé. Une première fois pour vol aggravé avec violence, donc avec un couteau le 22 avril dernier, et le 27 février aussi pour un vol de portable avec la menace d'un couteau. Voilà, donc c'est vraiment la famille caricaturale qui pourrit la vie d'un quartier, des gens qui sont d'origine afghane. On va y revenir à ce sujet. Et donc ils sont sans doute arrivés grâce à la générosité de la France, et c'est ça qui. En quelle année vous nous avez dit ça? Ils sont arrivés en 2014. Voilà. Et donc le jeune homme en question est quand même né à Kaboul. Donc voilà, c'est des gens qui ont bénéficié de la bienveillance et de la générosité de la La réaction de la famille, c'est que depuis hier, ils essayent de justifier ce qui s'est passé. La famille, la famille de l'agresseur. Ah oui, de l'agresseur, oui. La mère est venue frapper au sol la victime, considérant qu'il avait eu tort. Voilà. Et le frère dit oui, mais mon frère, il avait le nez cassé, il me saignait du nez, justifiant l'injustifiable. C'est ça qu'elle voit. Au lieu de dire c'est terrible, on est catastrophé parce qu'il... Non, on essaie d'expliquer qu'après tout, il avait peut-être raison d'aller le tuer parce qu'il avait pris un coup de poing. Il n'y a pas d'empathie, de toute façon, ces gens. Il n'y a pas de jalon clinique.
comment dire, de surmoi, de compréhension de l'altérité, d'empathie, etc. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a un atavisme culturel. Hein, c'est quand même l'Afghanistan, pardon. C'est pas, encore une fois, un pays où la vie est belle, où il fait bon vivre. Il y a déjà donc l'atavisme, l'héritage, le legs ancestral, la transmission de la violence comme filiation, comme référence identitaire. Et il y a également la violence qui est exercée au sein même du foyer, parce qu'on peut parler de violence intrafamiliale, puisque si l'enfant déjà, lui, est violent, c'est que la mère est donc violente. Donc il y a déjà une forme de maltraitance intrafamiliale. Ça, c'est le docteur Berger qui en parle très bien, mais c'est également Ruben Rabinovitch. Je vous invite à lire son très grand article dans Marianne, justement, après les émeutes. Il est pédopsychiatre, il a reçu ces jeunes-là après les émeutes, où les jeunes expliquent très bien qu'au sein même de la famille, il y a des conflictualités qui ne sont pas solvables, il y a des négligences, il y a des maltraitances, et donc la famille est responsable, et c'est là où vraiment on s'aperçoit de l'effondrement de la société, c'est-à-dire que le parent est le complice du gangstérisme, du brutalisme et de la mort qu'inflige son propre enfant à un enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de limite entre l'enfant et l'adulte. Donc, et c'est ça qui est vraiment absolument dramatique. Et quant à, parce que ces familles-là de délinquants, il faut suivre l'exemple de Florence Portelli, récemment la maire de Taverny, elle a expulsé une famille de délinquants. De son logement social. Absolument. Et il faudrait appliquer, je pense, il faudrait revoir la politique du logement. Absolument, suivant certains quartiers qui sont culturellement trop homogènes. Ça, c'est parce que c'est un vrai problème. Oui, on nous assène la mixité sociale, la cohésion sociale. Il faudrait peut-être revoir un nouveau plan de la ville et un nouveau plan du logement en essayant d'exclure et d'expulser ces familles de délinquants. Et où on les met? Oui. C'est de votre question. Où on les met? Dans la nature? On peut trouver des solutions. Il y a des mesures d'éloignement. Et voilà, exactement. Loin du quartier. Tout simplement qu'il y en ait moins. Il y en a. Il faut réduire l'immigration, il faut arrêter tout ça. Alors attendez, pas tous en même temps. Éric Revel. L'immigration, c'est encore un autre problème. Je vais expliquer comment tout le parc HLM en France est complètement submergé. Oui, d'ailleurs, il y a une note. C'est la politique du peuplement vous avez 2 millions de foyers qui attendent sur des listes d'attente des HLM. Non mais c'est un sujet. Mais plus globalement, si je peux me permettre, avec la signature de ce pacte migration et asile, paraphé par le Parlement européen, on va donc devoir, sous peine d'amende, 20 000 euros, je crois, pour un migrant qu'on refuserait, on va devoir essayer... 20 000. 20 000 euros. On va devoir essayer d'intégrer des gens qui, pour le coup, arrivent de pays différents, avec des cultures différentes. On sait qu'on va sans doute les répartir un peu partout en France. Le maire d'Orléans s'est ému récemment, Serge Grouard, je crois que c'est son nom, qu'il avait découvert un jour, a-t-il dit. Des bus qui arrivent. Des bus qui arrivaient de Paris. Bon, de Paris. Alors, très bien. Il y en a qui souffrent, il y en a qui sont pour chasser leur pays, tout ça est vrai. Mais comment, très concrètement, intégrer des gens qui ont des référentiels anthropologiques, pour reprendre les termes professionnels, avec des réactions, des repères qui sont différents des nôtres. Et Éric, vous avez raison sur le fond, sauf que là, moi, ce qui me gêne, c'est que ce type de famille n'est pas concerné par le plan asile-migration, puisque ce sont ils sont bénéficiaires de l'asile. Il y en a qui vont arriver. Et le fond du sujet, c'est la question de l'asile. C'est-à-dire qu'on est beaucoup trop généreux. Aujourd'hui, dans quasiment tous les pays d'Afrique, vous êtes éligible à l'asile en France. Et donc, si vous ne réformez pas l'asile, si vous ne restreignez pas les conditions d'accès à l'asile en France, on ne s'en sortira pas. Et c'est un exemple que je donnais hier, mais que je trouve vraiment parlant. Avant la chute de Kaboul, l'Allemagne, par exemple, n'accordait pas l'asile aux Afghans. J'ai pas entendu beaucoup de gens s'en indigner. Et donc, nous, à chaque fois, on accorde de manière très très large l'asile à tout le monde. Éric Revel, aujourd'hui, ils sont premiers. Dans l'émission de Laurence Ferrari, qu'on dit qu'il faut réformer le droit d'asile. Mais vous avez entièrement raison. Attendez, ça c'est un sujet. Vous avez raison. Le droit d'asile, il y a. C'est vous qui avez raison, cher Éric. Le droit d'asile, c'est. Comme on ne le fait pas, ils vont arriver. Il y a à boire et à manger. Ça vous va comme formule. Il y a à boire et à manger sur les gens qu'on accueille. Oui. Mais la question, à mon avis, qui est plus large, c'est comment, avec ce pacte qui va devoir être appliqué en France, puisqu'on... Ou alors on paye des amendes. Mais le signal est très clair. On paye des amendes. Comment est-ce qu'on va intégrer des gens? C'est mettre en place une politique d'accueil d'immigration. Mais comment vous allez accueillir? Mais vous avez raison. Non, mais le problème, faut leur expliquer. Non, mais déjà, les gens qui sont déjà présents sur le territoire français, on voit qu'il y a un nombre incalculable de gens qui sont absolument pas intégrés. Aujourd'hui, globalement, personne ne peut s'intégrer, sauf s'il y a une volonté personnelle extrêmement forte d'émancipation, de libération. Arrêtons les frais alors. Mais donc, faut arrêter. Mais on est d'accord, parce que c'est une immigration
même économiques dont on n'a pas besoin. Oui. Si Louis, on n'arrive pas à les intégrer, il vaut mieux arrêter, stop et restreindre le droit d'avis. Louis, le patron du MEDEF dit Louis Dragnel. Oui, mais en fait, mais pourquoi on a besoin d'immigration? Parce qu'on casse les salaires. Et en fait, on est dans une spirale infernale où si on vous suit êtes cette parti sur logique-là, l'immigration. on aura toujours vous en plus faites besoin quoi des d'immigration. Afghans? Vous les renvoyez en Les Afghans, Afghanistan? Mais moi, je considère que quelqu'un qui vous les renvoyez chez les talibans? Alors Laurence, quelqu'un qui Qu'est-ce qu'on bénéficie fait de l'accueil, de l'asile, de notre générosité, s'il se comporte mal, oui, on doit l'expulser, même si c'est dans un pays en guerre. 15 ans. Alors, mais il n'y a pas de sujet. Si vous vous comportez mal, en fait, quand on vous accueille, vous êtes réfugié, la France vous donne tout, vous donne l'école, les logements sociaux, on vous donne tout, même la sécurité. Vous vous comportez mal, et ben je suis désolé, vous vous enfreignez, vous rompez vous-même le contrat. On n'a pas les moyens de. Dans ce cas-là, on les expulse. J'ai juste pas d'état d'âme, juste une petite divergence. Le problème, c'est qu'on accueille des populations issues d'immigration. On a longtemps accueilli des populations issues d'immigration post-coloniale qui avaient un rapport à la France. Les nouvelles communautés qui arrivent n'ont aucun rapport à la France. Il y a beaucoup de Maghreb. Vous avez raison. Non, mais ceux qui arrivent, que ce soit des gens du Pakistan, du Bangladesh, d'Afghanistan, ok, ils n'ont pas de rapport avec la France. On ne les accueille pas, on les fait venir, on ne s'en occupe pas. Voilà. Oui, parce Il vaut qu'on mieux ne leur respecte dire pas ne la loi. venez pas. Laissez-le terminer. On ne respecte On part pas du la loi. principe qu'il ne faudrait pas les faire venir. Mais dès lors qu'on les fait venir, que dans le pacte qui a été signé, on devra les accueillir, autant Et mettre qu'ils en l'ont place bien compris. autant mettre en place une politique d'accueil pour leur expliquer, voilà où vous arrivez, voilà vos droits, voilà vos devoirs, et si vous ne respectez pas ça, ça va mal se passer. Mais Je suis d'accord avec vous on ne le là-dessus. fait même pas. On ne le fait même Allez, pas.